C'est bon d'être de retour chez toi, Elio. C'est surtout pas un film juif, ni un film religieux, mais que c'est un film qui pose question sur nos capacités à pouvoir à un moment se poser les bonnes questions pour nous, à savoir comment fait-on pour se débarrasser de ce poids lourd, trop lourd souvent, qu'est ce qu'on a reçu, ce dont on a hérité, ce qu'on nous a transmis. Voilà, c'est un film sur la liberté, sur notre héritage, voilà, et qui est aussi un film d'amour. Entrez. Non, je peux pas. Je peux pas entrer chez un homme qui n'est pas mon mari. Enfin, je suis pas mariée. Le film raconte au fond ce que je voulais dire et j'ai mis 10 ans pour l'écrire. Le court-métrage que j'ai fait n'avait rien à voir, mais m'avait convaincu qu'il fallait que j'ai continué d'écrire et puis, quand on écrit, les choses qu'on écrit quand on commence à avoir un certain âge, c'est des choses qui ne peuvent pas être autre chose que personnelles. Donc on s'est dit, mais qui d'autre que moi pourrait en fait mieux les visualiser et les rendre à l'image que moi? Et puis donc en fait, on est emporté vers la réalisation. Et avec toutes ces imperfections de premier film, il m'apaise d'un très lourd poids. Je me sens tellement mieux là, tellement mieux. Le noir s'est fait. C'était un vendredi. Je guettais ma montre toutes les 5 minutes, de peur de louper le début de Shabbat. Et puis le début de Shabbat est arrivé. Et j'ai pas bougé. Le film s'appelait Face à toi, quand il est sorti des tables de mixage. Et vers la fin du travail de post-production, au début, il y a un carton noir qui passe où s'écrit une phrase du Deutéronome, donc un passage biblique, qui dit Dieu parlant, vois, j'ai placé face à toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, tu choisiras la vie. Et Face à toi, donc, était le titre de mon film. Et en relisant à la fin de tout ce travail d'écriture, de réalisation, de montage, de post-production, de mixage, tout d'un coup, je vois ça et je me dis, vois, j'ai placé face à toi la vie et la mort, la bénédiction, tu choisiras la vie. Je venais de perdre ma mère pendant le montage et je me disais qu'en fait, l'enjeu était encore plus fort pour moi si je répondais à cette injonction, tu choisiras la vie. Parce que c'est au fond ce que veut dire le film et ce que moi je cherche à dire dans ce film, c'est qu'il nous importe à tout moment de notre vie de choisir la vie. Et de ne pas renoncer. Je respirais très vite. J'avais la tête qui tournait. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, que la faute était inscrite sur mon visage. Esther, c'est probablement un peu de la mère que j'ai eue, qui à un moment basculé dans une voie extrêmement intense, orthodoxe de la religion, une voie qui nous a éloignés l'un de l'autre et qui n'a fait que nous éloigner au fur et à mesure, même si j'avais pour cette femme une véritable tendresse et un amour. On avait vraiment de l'amour l'un pour l'autre, mais on avait de plus en plus de mal à trouver des terrains d'intersection, de discussion. Parfois, il nous arrivait de rire aux éclats et j'avais envie que ces rires se prolongent dans des discussions qu'on ne pouvait plus avoir parce que la matière même du choix de sa vie ne s'imbriquait plus dans la mienne. J'en ai beaucoup souffert et je regrette profondément et douloureusement qu'elle soit partie un peu avant la sortie de ce film parce que c'était pour moi aussi le moyen de parler avec elle. J'admire la rigueur de votre monde. Vous avez aucune idée de ce que c'est, mon monde. À quoi tu joues, Esther? J'étais où? J'ai eu du mal à monter le film au départ parce que les gens me disaient « Oui, d'accord, le personnage de la femme, elle est assez évidente, mais lui, il est quand même un peu en creux. » Mais moi, je savais qu'il fallait que ce soit un personnage en plein qui était cette femme et un personnage en creux qui était cet homme, mais que les rapports allaient s'équilibrer et qu'au contraire, c'est parce qu'il était dans cette forme de distance, d'écoute, d'attention sur elle qu'il allait prendre au fur et à mesure l'importance qu'il prend dans ce film. Et aujourd'hui, tout le monde est là pour reconnaître que ces personnages se valent dans le poids qu'ils pèsent sur le film. C'était pas à moi de gérer cette terre. Il faut être un peu crétin. Crétin, non. Juste esclave. Les deux sont le miroir l'un de l'autre. Lui, il est ancré dans la terre, mais il creuse son sillon avec son tracteur et il va probablement s'enterrer s'il continue comme ça. Vivant.
Elle, c'est la terre, c'est le ciel, et c'est ce lien qu'elle essaye de briser, ce fil qu'elle essaye de couper avec le ciel, comme lui essaye d'éteindre son tracteur. Ces deux êtres qui sont à l'opposé, tout les sépare. Leur sexe, leur âge, leur culture, leur éducation, leur transmission, leur langue. Et pourtant, ils sont parfaitement complémentaires. C'est pour ça que moi, je me retrouve dans l'un et l'autre. C'est l'addition de ces deux êtres qui est importante. Et c'est d'ailleurs l'addition de ces deux êtres qui, pour moi, pousse le film, tend le film vers l'universalité. Ici, on dit que c'est comme de petites fées dans l'air. Croyez aux fées. Vous croyez bien en Dieu? On cherche en nous quelque chose qui nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est très juste. Elio, c'est au départ un être qui a une grande admiration pour ce que fait cette famille. Il ne gagne pas grand-chose à continuer ça, mais c'est un homme honnête, c'est un homme probe, c'est un homme qui a reçu de son père « poursuis mon œuvre », alors il la poursuit. Mais il la poursuit dans un entêtement qui n'est plus adapté. Mais pourquoi est-ce qu'on s'entête tant que ça dans nos vies? Oui, pourquoi s'entête-t-on? Pourquoi à un moment n'écoutons-nous pas les voix qui nous entourent, ou les signes qui nous sont donnés? Il y a des signes qui nous font comprendre qu'un choix qu'on a fait à 20, 30 ou 40 ans, peut-être n'est plus valable à 50 ans, peut-être n'a plus le même sens. Et c'est vrai pour tout, dans un rapport d'éducation avec vos enfants, dans un rapport de couple avec la personne avec qui vous êtes, dans un rapport avec votre propre métier. Le questionnement se refait, doit se refaire. Donc voilà, c'est un film qui j'espère, pose question, et qui appelle question. Donne-moi la force de te guider, je t'en prie. Ma vie est ailleurs. Ce sont deux virtuoses, mais pour des raisons différentes. Elle est très disciplinée, très à l'écoute, très réceptive. Et c'était un bonheur absolu, toujours près de la caméra ou du plateau, à l'écoute de ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui fait que souvent on n'a même pas besoin de répéter les choses. Et lui, c'est tout à fait autre chose. Lui, c'est un animal très star en Italie, donc il n'a plus l'habitude d'être dirigé. Or, sa vie, cette espèce de truc qu'il a en lui, comme ça, qui rugit à chaque instant, il fallait que je l'éteigne. Il fallait que je lui rappelle à chaque instant que c'était un homme fatigué par ce métier d'agriculteur, qui se levait tous les matins à 4 h du matin, qu'il était dans un questionnement douloureux avec lui-même, qu'il parlait français, mais quand même comme quelqu'un qui voyait 15 jours par an ces gens-là, donc il ne le parlait pas comme il aime le parler à toute vitesse, que les mots posés plus lentement, comme un Mastroianni. D'ailleurs, je lui disais souvent ça. Alors il me disait Mastroianni, alors ça marchait très bien. Mais peu importe, je ne cherche pas à le stigmatiser, parce qu'il a été, il est allé, il a joué ce pari-là, il m'a écouté. C'était pas facile pour lui de se contraindre à aller vers un personnage qui n'était pas lui. Et au résultat, c'est merveilleux, parce que je serais vraiment éternellement reconnaissant de ce qu'il m'apporte, tous les deux. Aide-moi à trahir. Toi l'éternel que t'es mon Dieu, donne-moi la force de te guider, je t'en prie. Ma vie est ailleurs, loin de toi. Je veux plus souffrir comme tu me fais souffrir. Je me suis battu d'abord pour un type d'image et je me suis trompé. Et heureusement, j'avais un chef-op extraordinaire que je loue, qui s'appelle Michele Paradisi, ça veut dire des paradis au pluriel, merveilleux, qui a insisté. Moi, je voulais faire un film dans une économie d'images et de cinéma qui s'approche des films d'Alice Rohrwacher, c'est-à-dire avec une austérité. Oui, un peu désaturé, un format d'1,66, quelque chose qui soit un peu pauvret, désuet, pour raconter une histoire où le spectateur ne serait pas, comment dire, embarqué dans quelque chose de joli, mais qu'on aille rapidement au centre de l'enjeu du film. Et lui me dit, mais non, c'est pas parce que tu vas prendre du scope en analogique, un anamorphique, pardon, que l'anamorphique va donner à l'image quelque chose d'une beauté qui irait contre le film. Je me suis battu contre lui
Et il a eu 1000 fois raison. Il a fait des essais pour me le prouver. Et je lui suis vraiment tellement reconnaissant parce que, oui, le film a énormément gagné parce que les paysages sont sublimes et que ce format permet de les voir, de se rendre compte de ce qui se passe derrière. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de moments où les êtres sont seuls, les deux seuls à l'image, et pourtant, ils ne sont pas seuls grâce à ce scope. Et je pense que si j'avais choisi autre chose, alors j'aurais eu un film intimo-intimiste. Je ne connais rien de ce monde. Mais je peux plus revenir en arrière. Je me suis dit après ce film, je pense que je vais appeler tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé et leur dire « Pardon, excusez-moi ». Parce que c'est vrai que quand on fait nos métiers, il faut à la fois savoir donner généreusement et en même temps être d'une souplesse et d'une compréhension. Et parfois accepter que les choses qu'on vous dit ne sont pas si bonnes que ça pour vous et pour le film. Comme j'ai compris, ce que j'ai compris est essentiel et merveilleux. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à voir naître quelque chose. À sentir qu'il y allait quelque chose qui allait se passer.